Patrick Chauvel, bonsoir. Patrick Chauvel, donc vous êtes photographe, vous êtes né en 1949 et vos images ont fait la une des plus grands magazines du monde, Paris Match, Time Magazine, Newsweek, Life. Et vous avez travaillé aussi pour Sigma, vous avez travaillé pour SIPA. Et votre film Rapporteur de guerre au pluriel a fait le tour du monde. Aujourd'hui, vous publiez un livre qui s'appelle Rapporteur au singulier de guerre chez O Éditions, mesdames, messieurs. Alors Patrick Chauvel, vous êtes depuis 35 ans sur tous les fronts du monde, la guerre des 6 jours au Moyen-Orient au début, ensuite le Vietnam, le Cambodge, l'Irlande, l'Iran, le Liban, Panama, l'Afghanistan, la Tchétchénie, vous avez pratiquement tout fait, je crois qu'il n'y a pas une guerre où vous n'étiez pas. Votre livre commence à Panama City, touché, vous êtes blessé. Vous dites petit trou dans les tripes et une côte qui sort dans le dos et vous dites je vais mourir. Et là vous marquez votre groupe sanguin sur votre front. Pourquoi commencer votre livre par cette scène? Parce que dans ce genre de situation, on se demande pourquoi on fait ce métier de dingue. Et donc c'est un espèce de moment où on se pose les questions sur le pourquoi de ce métier. Donc j'ai voulu commencer ce livre par ça parce que ça montre que ça se fait, c'est un métier un peu difficile par moment. Hein, il y a quand même des impondérables sérieux, et donc voilà. Quoi. Voilà, alors donc vous êtes touché à Panama City, on vous ramène à l'hôtel Marriott pour une opération et au réveil, vous demandez aux infirmiers, vous dites vous m'avez fait quoi? Et le mec vous dit tout va bien, on vous a coupé les balls. Alors lui il dit comment on a coupé les couilles? Et là, ça a dû être terrible pour vous. Vous imaginez que... C'est un peu embêtant. Ouais, très embêtant. Oui. Et donc, en fait, c'était les bowels, c'est-à-dire les intestins. Oui, c'est embêtant aussi, mais c'est moins embêtant. Ouais. Genre, on mange moins, mais on peut toujours faire des petits rapporteurs de guerre après. Ouais. En fait, c'est les Américains qui vous ont tiré dessus parce que vous ne faisiez pas partie du pool de journalistes. Exactement, c'est ce qu'ils appellent friendly fire. Ouais, les tirs amicaux. Voilà. Ouais. Donc il vaut mieux pas être leur pote. Ça c'est à Panama en 89 et vous faites ça depuis 1967. Donc après vous reprenez des choses dans votre livre dans l'ordre chronologique. 67, donc depuis la guerre des 6 jours. Un soir, vous dînez avec votre père, qui est grand reporter au Figaro, et vous rencontrez Gilles Caron. Gilles Caron qui est une star quand même dans le métier. Et le lendemain, vous partez pour Israël, donc avec un Leica prêté par le même Gilles Caron, et 500 francs. À l'époque, c'était beaucoup d'argent, 500 francs. Oui, énorme. Hein, qui est un cadeau de votre père. Donc. Et alors, en descendant du bateau, en arrivant là-bas en Israël, vous apprenez que la guerre a éclaté. Vous avez vraiment le sens du timing quand même. Ah, c'est essentiel. Ouais. Le sens du timing, la chance. Ce sont vraiment les deux mamelles de ce métier. Ouais. Alors voilà, vous êtes en Israël au moment de la guerre des 6 jours et de retour à Paris, vous découvrez en fait que 90% des photos que vous avez fait là-bas sont complètement ratées et donc à ce moment-là, vous rentrez au labo de François pour apprendre. Très bonne école, ouais. Hein, c'est à l'époque un grand journal, aujourd'hui aussi, mais il y avait beaucoup de photographes, il y avait 25 photographes à l'époque. Ouais. Ils m'ont un peu pris sous leur coupe. Alors c'est la grande époque de François, l'époque de Lazareff. Vous vous mariez à ce moment-là avec Anne-Marie. Elle a beaucoup souffert ensuite de votre vie, non? Souffert, je ne sais pas, mais c'est vrai que 3 jours après mon mariage avec cette charmante danseuse, elle était danseuse étoile, je suis parti au Mozambique pour 15 jours avec Maurice René pour faire un documentaire et je suis revenu 1 an après. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle était de mauvaise humeur quand je suis rentré. Ah bon? C'est pas sympa. Ça a duré combien de temps le mariage? 8 ans. Mais on s'est vu 8 mois. Ouais. Alors en 69, vous partez au Vietnam, napalm, mine antipersonnelle. Alors vous parlez dans votre bouquin des mines antipersonnelles, c'est absolument, bon on s'en doutait, mais c'est absolument terrible. Vous dites, c'est fait pour péter quand on relève le pied, hein. Ça arrache les reins, les jambes, et ça explose les couilles et le ventre du mec qui est derrière. Quoi. Ouais. Alors je m'en suis aperçu assez vite, parce que j'ai assisté à ça plusieurs fois,
Et d'ailleurs, je suivais un énorme Marines qui, à un moment donné, s'est retourné et m'a dit, tu sais, ça sert à rien de te coller à moi, parce que moi, je me collais à lui parce que d'abord, il était photogénique et en plus, il me protégeait un peu. Et en fait, après, je l'ai laissé passer devant, quoi. C'était pas la peine, quoi. Il y a des trucs extraordinaires. Vous marchiez à un moment dans les rizières, justement, on parlait de ces mines antipersonnelles, comment vous mettez à bander C'est vrai que je pensais à autre chose. Et c'est vrai que c'est beau une rizière le soir. Voilà. Non, mais en fait, c'est... Je pensais, en fait, je regardais le décalage horaire et à Paris, il était 6h du matin. C'est l'heure à laquelle il bandait à Paris. Donc... Entre 6h et 6h05. C'était le matin pour les... Toi aussi, c'est à la même heure? Un goal matinal, mais bon, avec le décalage horaire, il peut être 8 heures. Non, voilà, non, mais c'est extraordinaire ce bouquin. Vous êtes à Saïgon, il y a une boîte qui s'appelle la Cigale, qui est tenue par un Corse, justement, et vous remarquez une Vietnamienne de 16 ans qui s'appelle Dao. Alors vous dites qu'elle est vierge. Étienne Dao. Et vous décidez de la sortir de là. Ouais. Vous dites au Corse combien pour qu'elle bosse plus, et il dit trop cher pour toi, de toute façon, tu finiras par te faire tuer. Et elle sera pute toute sa vie. Oui, il était assez pragmatique, hein, je veux dire. Mais en fait, je ne me suis pas fait tuer et elle est devenue pute. En 72, vous êtes un peu mal parce que vous êtes en Irlande à ce moment-là. L'IRA vous emmène sur le lieu d'une exécution, c'est-à-dire sur le lieu d'une embuscade contre l'armée anglaise. Et là, on vous emmène avec les yeux bandés, on vous débande les yeux. Vous photographiez effectivement la scène. Et vous vous sentez mal, là, vous vous sentez complice à ce moment-là. C'est-à-dire que la ligne est très très fine entre la complicité d'un événement et la non-assistance à personne en danger. J'ai vu les soldats anglais avancer dans la rue et je savais qu'il y avait une bombe. Mais bon... Là, vous prenez une balle dans le fémur, vous, en Irlande. C'est fou le nombre de blessures que vous avez eues, non? Bah oui, on n'est pas étanche, hein, c'est un métier un peu difficile. Voilà, alors l'Irlande se vend mal, vous dit votre rédacteur en chef, donc vous devenez paparazzi, c'est quand même absolument extraordinaire après tout ça. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas bien les people, hein. Pas vraiment, non. Et un jour, vous faites une centaine de photos d'un mec en croyant que c'est au nazis, et en fait, c'est pas lui. Jean-Michel Mouillard, je me rappelle. En fait, c'était un chauffeur qui ressemblait à Onassis et qui attendait une dame âgée devant l'immeuble où habitait la Calas. Et j'ai cru que c'était Onassis. Et il m'a laissé prendre des photos. Je me suis dit, Onassis, c'est plutôt sympa. Donc j'ai dû faire 10 films sur lui. Et il avait l'air un peu ahuri quand je prenais en photo. Donc si jamais il écoute cette émission, j'ai 5000 photos de lui, on peut lui offrir. C'est une vie insensée. Une vie insensée. En 75, vous êtes en Érythrée. Et là, il y a un rebelle érythréen qui se prend un truc dans la tête. Et alors, c'est terrible à dire, mais bon, il n'y a plus d'os. Hein. Il y a le cerveau qui palpite comme ça au fond de la... Et alors, les mecs, ils écrasent de l'aspirine. Et ils lui mettent de l'aspirine sur le cerveau qui bat comme ça. C'est un anticoagulant hein, en même temps. Donc c'est vraiment la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Quoi. Ils l'ont enterré vivant? Ils l'ont enterré vivant, oui. C'est pas possible. C'est vrai que cette idée m'obsède assez souvent. Quelquefois, je me gratte un peu le crâne. Vous entendez le mec, Voilà, je cherche si j'ai un trou. En 77, vous retournez encore une fois au Liban. Et là, vous êtes accusé d'être un espion israélien. Là, ça vire quand même un peu vinaigre. Vous êtes condamné à rester en tôle pendant 18 ans. Et vous faites une tentative de suicide, puisque vous dites, je ne vais jamais m'en sortir. Vous mordez des fils électriques. Coup de bol, il n'y a pas de courant. C'est les Israéliens qui avaient bombardé... 1 heure avant, donc il n'y avait plus d'électricité. Donc d'ailleurs le gardien m'a dit finalement tu es décidément israélien. Oui, puisqu'ils sont bombardés le truc. 91, vous êtes à Haïti avec les boat people. Alors là, c'est des gens qui faisaient quand même 1000 km. Je n'ai pas imaginé ça, je l'ai vu en lisant votre bouquin. 1000 km dans des barques surchargées qui faisaient 6-7 mètres de long. Enfin, c'est vraiment le radeau de la Méduse, quoi. On était 44 sur le premier bateau que j'ai pris. On a coulé, évidemment. Et sur les 44, il y a eu 14 survivants. Donc, mais en même temps, quand je suis parti sur le bateau, je me suis dit, tu fais une connerie parce qu'ils coulent tous. Mais en même temps, je ne voyais pas d'autres moyens de raconter leur histoire. Parce qu'en fait, en photographiant les gens qui prennent le bateau, ok, bon, ils prennent le bateau et alors. Par contre, tout se révèle une fois qu'on est en mer depuis 3 jours et 3 nuits. Et à ce moment-là, on a le droit de raconter leur histoire. Une question simple. Pour supporter tout ça, vous... Picolier, non, sérieux. Non, pas du tout. Non, vous preniez des trucs, non? Non. Sérieux, non, mais c'est pas grave, on peut le dire, j'ai rien de... Non, je suis complètement bourré ce soir parce que j'ai peur, mais non. Vous avez plus peur ce soir que sur le bateau. Évidemment, oui. Alors, le bilan de tout ça, vous dites, je ne sais pas si mes photos servent à quelque chose, mais ne pas en faire ne sert à rien. Voilà. C'est clair, non? Voilà. Ça, je trouve que ça résume assez bien toute l'affaire, d'ailleurs. Et vous dites, on témoigne
parce que comme ça, on ne pourra plus dire on ne savait pas. C'est pour qu'on mesure, par exemple, le plaisir d'une émission comme ça, Ouais. ou de rencontrer des gens comme vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un vrai plaisir. Mais il faut savoir que c'est vraiment formidable. Et qu'ailleurs, ça ne l'est pas. Ouais. Et donc, pas croire que c'est un acquis. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Quand vous partiez comme ça, et quand vous partez encore, même si maintenant vous avez laissé tomber la photo pour la caméra, d'ailleurs c'est très intéressant ce que vous racontez, quand vous revenez à Paris comme ça, vous devez nous trouver ridicules, nous, avec nos problèmes de Absolument merde. pas. Non? Non, absolument pas. Parce que je veux dire, c'est vraiment une balance, il faut relativiser les choses, Ouais. toujours. J'ai l'histoire d'un caméraman qui était avec moi en Irak quand il y a eu la guerre Irak-Iran, il y a eu plus d'1 million de morts. Ouais. On était dans une tranchée depuis 3 semaines. Ouais, c'est 14-18. Voilà, là, 14-18, les gaz, les morts partout, Terrible. etc. Et il y a un radio qui est venu en rampant et qui me dit, Monsieur Durschmidt, votre femme, vous devez appeler votre femme. Donc il a eu une peur bleue, parce qu'il dit que s'ils arrivent à me joindre dans une Ouais, tranchée, c'est que c'est grave. tout le monde est mort, quoi. Ouais. C'est pas possible. Parce que quand on a des enfants, on apprend l'inquiétude quand même, Ouais. hein. Donc l'inquiétude profonde. Hein. Et donc il a mis 5 jours à retourner à Bagdad, il a appelé chez lui, tombé Ouais. sur sa femme, déjà elle est vivante, et elle lui dit, ta fille veut te parler, donc tout le monde est vivant, le poisson rouge est mort. Et voilà quoi, oui. Donc il a appelé CBS, parce qu'il travaillait pour CBS, et il a dit je rentre. Comme c'était un espèce de fou qui avait peur de rien, Ouais. le type a dit qu'est-ce qu'il y a, t'as une balle dans le ventre, une jambe Ouais, en moins. ouais. Il dit non, le poisson rouge de ma fille est mort. Ouais. Donc je rentre à Paris. Ouais. Et le type de CBS qui avait des enfants lui a dit rentre. Il est rentré, il s'est arrêté sur les quais, il a acheté un autre poisson, il s'est enfermé dans la chambre de sa fille, et pendant 3 heures, ils ont parlé de la vie et de la mort. Parce que pour sa fille, c'était une tragédie. Et donc, il faut relativiser. Moi, je suis rentré quelquefois de 3 mois de guerre, et à l'aéroport, ma femme m'a dit j'ai eu une semaine de merde, j'ai eu 2 PV. Quoi. Alors là, c'est un choix. Hein. C'est génial, non, mais ça donne beaucoup de... Non, mais si tu veux continuer à vivre avec elle, Ouais. tu fais merde, c'est terrible. Ouais, c'est chiant, ouais. Merci Patrick Chauvel, rapporteur de guerre. C'est chez Édition, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.